si j'ai une logique capitaliste, etc., je vais mettre... je vais quelque part, je sais pas, produire... Par exemple, allez, tiens, voilà, je vais faire ça. Je vais... moi, je me souviens quand j'étais enfant, c'est marrant, j'en parle un peu parce que j'avais vu c'était dingue, un dessin animé pour enfants, je sais plus comment ça s'appelait, ça passait à la télévision, je crois, et qui expliquait les règles du capitalisme. C'était complètement dingue. Et c'était l'histoire d'un cordonnier, justement, c'est un peu pareil que pour le jardinier, je vais y revenir après, mais un cordonnier qui fabriquait des chaussures. Et en fait, voilà, ils se disaient, si le cordonnier il fabrique des chaussures, et que à la fin du mois, il lui reste un petit peu d'argent, mais qu'avec cet argent, il fait la fête, du coup, voilà, le mois d'après, il va faire la même chose, il va faire ses chaussures, il va faire la fête, et puis son entreprise ne pourra pas augmenter. Bon. Alors que, si justement, au lieu de faire la fête, il garde cet argent-là pour investir dans des machines, eh bien, il va pouvoir produire plus, et puis augmenter ses rendements, et après avoir encore plus d'argent. Et dans cet argent-là, il va pouvoir le réinvestir dans des machines, peut-être en garder un petit peu pour faire la fête, mais d'abord dans les machines ou quoi. Et progressivement, ça va s'accumuler, et à la fin, il va avoir une super usine qui va fonctionner, et il aura presque plus besoin de travailler, si on veut. Bon. Et en même temps, quand j'étais enfant, je voyais une sorte d'arnaque là-dedans, parce que je me disais... Je voyais qu'il y a c'est un mécanisme en fait. Je me disais, ah oui, c'est super intéressant, parce qu'en effet, on peut aller vers la croissance, etc. Bon, on peut aller vers une croissance de l'entreprise ici, on peut pas aller vers un système où tout devient automatisé, on n'a plus besoin de travailler, c'est super intéressant. Et en même temps, je voyais aussi quelque part que je me dis, mais en fait, le mec pendant 40 ans, au lieu de faire la fête pendant 40 ans, il a économisé pour qu'au bout de 40 ans, il ait une usine qui fonctionne toute seule. Mais je me dis, en même temps, il aurait pu pendant 40 ans faire la fête. Donc est-ce que quelque part, il n'est pas passé à côté de sa vie? Est-ce que, à vouloir avoir une usine qui fonctionne de A à Z, dans un sens, il n'est pas... comment dire, il y a le rapport à la mort, quoi. Ça veut dire que c'est comme si en effet comment dire, il fait ça pour ensuite être débarrassé. Mais mettons, on peut dire, voilà, mettons que quelqu'un fait ça toute sa vie, il économise pour à la fin avoir une entreprise qui fonctionne et qui tourne toute seule, mais finalement, voilà, il meurt et il aura passé sa vie à mettre de l'argent de côté, à investir à fond. Mais c'est aussi un rapport à la mort, parce qu'il y a un côté, c'est comme si on faisait ça pour se faciliter la vie, mais au final, c'est toujours une sorte de... C'est comme si on passait son temps à économiser, quoi. On économise, mais pour jamais dépenser. Et donc du coup, c'était ça, c'est un petit peu, c'est bien d'être dans une forme de croissance et tout, mais pourquoi faire? Non, si c'est pour ça libérer du temps, d'accord, mais ensuite, il faut que le temps soit utilisé. Et là, c'est comme si, du coup, plutôt que de travailler à faire son travail de cordonnier, il travaillait à être un entrepreneur et à passer son temps à investir, à trouver les machines et tout, et à être ça devenait un travail aussi dans un sens, quoi. Bon, voilà. Même si c'était intéressant comme logique, moi, voilà. Bon. Et donc, du coup, c'est un peu la même chose, quoi. Du coup, là, là, quand je parlais du truc du jardinier, si je reprends sur la question de l'autonomie, voilà, mon jardin, qui est autonome pourtant, voilà, bon, ça devient un peu un travail un peu aliénant. Ça peut être aliénant, mais donc je peux me dire, j'aimerais bien que j'ai pas à m'en occuper, bon. Mais du coup, il faut peut-être qu'au début, je travaille peut-être pas 3 heures par jour, mais 5 heures par jour peut-être, pour faire un surplus, pour avoir un peu plus de légumes. Et après, avec ce surplus de légumes, au bout d'un an, je pourrais les vendre au marché, par exemple, mettons, j'en sais rien, et puis j'aurai un peu d'argent, et je vais pouvoir acheter peut-être des machines qui vont faire de l'arrosage automatique, ou des outils plus performants, que ça va aller plus vite. Voilà, et puis l'année d'après, je vais pouvoir ensuite, je vais faire aussi un petit surplus de production, et ensuite je pourrais autonomiser le truc de plus en plus, quoi, voilà. Bon. Et à la fin, j'aurai juste à bosser une demi-heure par jour, parce que j'aurai juste quelque part à vérifier que les outils fonctionnent, que tout est automatisé, que ça fonctionne bien. Bon, voilà. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que... Donc il y a ce rapport-là. Et je pense que ça, c'est pas quelque chose qui est spécifique à la question, disons, strictement patronale, entrepreneuriale, parce qu'on pourrait me dire... que voilà, pour monter une boîte, il faut de l'argent, etc. Alors, en fait, oui, bien sûr, évidemment. Bon. Et puis voilà, pour que du jour au lendemain, on produise un truc comme Amazon, évidemment, on n'en est pas là. Bon, il ne s'agit pas de se dire qu'on peut être milliardaire ou quoi. Bon. Mais ce que je dis pas, vous allez gagner 10 000 euros dans le mois en suivant ma méthode. C'est pas ça du tout que je dis. Mais ce que je dis par contre, c'est que j'ai l'impression en fait que on peut appliquer cette question-là sur un plan aussi salarial d'employé. Ce que je veux dire, c'est que quand on travaille, ce que je pense, c'est que cette procédure-là, en fait, c'est-à-dire ce double rapport entre soit on travaille dans une forme de rapport à la répétition,
Donc je fais mes mêmes gestes de jardinage, toujours pareil ou quoi. Soit quelque part, je fais une espèce de léger décalage, ça veut dire quelque part que j'anticipe le geste que je vais faire plus tard, et je me dis j'ai pas envie de faire toujours ce même geste toute ma vie, c'est pas possible, faut que je trouve une solution. Et donc je trouve une manière d'automatiser ce geste-là. C'est-à-dire que j'essaie de trouver une manière de m'arranger pour ne plus avoir besoin de le faire, donc de l'automatiser. À travers des machines, ou à travers autre chose, à travers une autre technique peut-être. Peut-être que retourner à terre, c'est pas. Peut-être que je peux lire un bouquin sur. Mais de toute manière, ça suppose une sorte de décalage, hein. Ça suppose d'avoir accès à quelque chose de nouveau. Mais en gros, c'est que je vais faire intervenir dans la répétition du geste mécanique. Parce que chez Marx, c'est un truc comme ça aussi beaucoup. Hein, le travail, c'est vu comme un geste toujours pareil, toujours mécanique. Quoi, si on veut. Bon. Mais là, c'est comme si je vais faire rentrer dans ce geste mécanique par une forme d'extériorité un objet, un outil, qui va faire que ce geste mécanique va pouvoir être automatisé, et de telle manière qu'il va me libérer du temps pour autre chose, quoi, du coup. Voilà, je vais quand même me libérer de ça, en gros, par l'automatisation. Mais c'est pas forcément par des machines, ça peut être par un processus, par une procédure, par autre chose. Ça peut être par la pensée, hein. C'est que moi, c'est ce que j'ai fait à un moment donné. Il y a ça par exemple, bon, j'ai travaillé en tant qu'intérimaire dans des entreprises dans lesquelles il fallait compter des objets, par exemple. Compter des objets. Bon. Et il fallait faire vite. Et ben voilà, ça va permettre. Il y a la question du geste qui est posée. C'est intéressant le terme de geste parce qu'il renvoie aussi à Agamben et tout ça, mais ça veut dire que si on compte les objets, on compte un peu comme on peut, etc. Bon, puis on est un peu maladroit, etc. Et en fait, dans cette entreprise, on nous apprenait des gestes qui permettaient d'aller plus vite. Et ces gestes, quelque part, c'est comme des informations, c'est comme des fonctions informatiques, c'est comme des machines ou des protocoles qui nous permettent d'être beaucoup plus rapides, de compter beaucoup plus rapidement, et donc du coup d'automatiser des processus et des procédures. Et ce qui était encouragé, mais c'est aussi une manière un petit peu quelque part de récupérer pour moi moi je voyais ça comme une espèce de piège un petit peu, mais c'est que quelque part, qu'est-ce qui faisait qu'un ouvrier pouvait se démarquer d'un autre? C'est parce qu'il avait inventé un nouveau geste. C'est que là où tous les gestes quelque part sont un petit peu collectivisés, sont rendus un peu communs, que voilà, que quelque part, en fait, si un ouvrier trouvait un nouveau geste, eh bien il pouvait compter plus vite que les autres, quelque part. Donc du coup, il pouvait être un peu mis en avant, parce que justement, il avait comment dire, une sorte de machine de pensée, une machine intellectuelle ou une machine gestuelle. Il avait inventé quelque part une nouvelle manière d'automatiser les flux, quelque part. Et puis voilà, et donc du coup l'entreprise avait besoin de connaître ce geste pour que tout le monde puisse l'utiliser pour que ça aille plus vite. Et en même temps, si la personne quelque part révélait son geste, et bien du coup elle n'avait plus d'avantage concurrentiel. Hein, c'est comme s'il y avait une sorte de propriété privée du geste, une sorte de brevet sur son geste, et dès le moment quelque part où il le dit, il n'y a plus de brevet, donc voilà. Et donc bon, et il y avait un truc comme ça et j'ai l'impression que finalement ce qui était mis en jeu là-dedans, c'était le fait d'être capable ou pas d'inventer un geste en fait. Et je me posais la question de me dire, qu'est-ce qui fait qu'un geste peut être inventé? Qu'est-ce qui fait quelque part que... et je vois ça par exemple dans des jeux vidéo, c'est la même logique. Par exemple, c'est ce qu'on voit, par exemple là je voyais, bon je sais pas, hier je regardais des vidéos TikTok ou quoi, bon. Et il y avait par exemple une danseuse, quelqu'un qui faisait du patin à glace. Et en fait, dans le patin à glace, apparemment, les gens au début, c'est une sorte de tour, ils font des espèces de tours de patin à glace comme ça sur une piste, quoi. Et en fait, d'abord, les gens, ils font du patin à glace lentement, et ils accélèrent que sur la fin, en fait, quelque part. Et là, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle elle a accéléré tout de suite dès le début, en fait. Donc c'est comme si elle avait pris un tour d'avance. Et après, elle continuait avec les autres comme ça. Et en fait, les autres, du coup, ils ont oublié qu'elle avait un tour d'avance, donc elle a gagné la course, alors qu'elle était, soi-disant, un peu en dernier du peloton, simplement parce qu'elle a trompé un petit peu l'esprit des autres concurrents, quoi. Donc elle a inventé un geste qui était de se dire, je prends un tour d'avance, et les gens vont oublier, quoi. Voilà. Ou je pense à une autre personne aussi, quelque part, qui est quelqu'un qui je crois que c'est une personne qui n'avait pas de bras et qui faisait de la nage, en fait. Et en fait, elle va super vite.
Mais elle va se faire hyper vite parce qu'en fait, elle fait une espèce de crawl et en fait, elle reste sous l'eau. Elle respire pas, elle reste sous l'eau. Donc, elle a inventé un geste et ça va beaucoup plus vite. Euh, ou je pense aussi à des gens de jeux vidéo qui font du Tetris par exemple. Le Tetris, voilà, bah, il y a un bouton et tout, on clique sur les boutons. Et en fait, la personne qui a permis d'aller beaucoup plus loin, de battre tous les records, c'est quelqu'un qui a pas tapé sur les boutons comme ça, mais qui a tapé sur les boutons en faisant par le bas en fait. C'est-à-dire qu'il a trouvé une technique pour quelque part qu'il puisse appuyer, plutôt que de faire plusieurs fois des boutons comme ça, il pianotait sur le bouton par le bas en fait, et ça permettait d'appuyer très vite sur le bouton en fait. Donc c'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a vraiment ici des... Ce que je veux dire, je reprends aussi des questions de Carlos Tinoco, c'est des questions de cadre en fait. C'est comme si les gestes, hein, et donc le capitalisme c'est une manière d'organiser les gestes entre eux un petit peu. Bah, les gestes, c'est pas l'idée de faire un geste de plus en plus vite ou de plus en plus rapide. Les gens sont mis en concurrence parce qu'il faut qu'ils fassent un geste et la question c'est qui fera le geste le plus rapide, en gros. Il y a ce truc là. Et plus le geste est fait rapidement, plus on peut avoir un peu plus d'argent parce que quelque part ça. Ouais, voilà. Mais j'ai l'impression quelque part que l'écart se fait vraiment quand il y a une disruption entre guillemets, c'est-à-dire quand on change de cadre, quand quelque part on invente un nouveau geste complètement et que ça reconfigure enfin on voit que ce geste quelque part il permet de gagner justement, il permet d'aller beaucoup plus vite que ce qui était proposé avant, même si au début c'était pas forcément évident, et c'est dans le fait de changer quelque part ce geste là que ça ouvre complètement autre chose quoi, du coup. Et pour moi le capital il fonctionne beaucoup là-dessus quoi, du coup j'ai l'impression que c'est beaucoup ça quoi. Ça veut dire que c'est comme si on avait en effet des subjectivités qui se mettent en concurrence, mais y a dans le fait de... Enfin, dans ce truc de concurrence, enfin voilà, on est en concurrence avec d'autres gens sur un même type de geste qu'on met en jeu, quoi, du coup, bon. Mais si on trouve une manière d'automatiser ce geste-là pour l'amener autre part, ça transforme complètement le truc, du coup. Et ça me semble au fondement, sachant que ce truc-là, en fait, il déplace pour moi la pensée de Marx, justement, pour revenir à Marx. Ça veut dire que Marx, j'ai l'impression qu'il pense que au sein d'un même geste, c'est-à-dire j'ai l'impression que sa pensée économique, elle est que au sein d'une même usine qui penserait le même geste et qui n'aurait pas possibilité d'inventer de nouveaux gestes, quoi, du coup. Or, justement, il y a des changements de gestes, il y a une sorte d'invention, il y a la possibilité quelque part de passer par une sorte d'invention et d'autres choses, quoi, du coup. Et je pense que ça, c'est le mouvement du temps. Dans ma tête, un peu, ce qui fait qu'il y a de l'histoire, ce qui fait qu'il y a du temps, ce qui fait que quelque chose change, c'est pas strictement la lutte des classes ou quoi, ou je crois pas, hein, tout à fait, enfin, c'est pas je crois pas à la lutte des classes, mais c'est que je trouve que c'est trop réducteur. Je me demande si c'est pas justement cette question du geste, en fait. C'est cette possibilité du geste qui fait que il y a un nouveau geste qui est mis en jeu, qui reconfigure quelque part les rapports entre les choses et les gens, etc. Et que dans un sens aussi, je me demande si toute révolte n'est pas liée d'abord à un geste, quoi. Qu'il y a un nouveau geste qui est mis en jeu, un geste artistique, un geste intellectuel, il y a un nouveau geste, une nouvelle manière de penser, un décalage par rapport à... Et c'est depuis ce décalage que se pose justement un nouveau mouvement de pensée, autre chose, et qui crée peut-être une révolte ou autre chose, mais voilà, moi j'essaie de penser la création, quoi, la création comme mouvement de l'histoire, si on veut, quoi. C'est un peu ça. Et je pense que ça, c'est ce qu'a fait chercher Duchamp aussi. Je pense que cet espace-là du geste, de la création, il est lié à ce que Duchamp définit comme étant enfin, comme étant l'inframince, quoi, le temps orthogonal, donc ça se joue là-dessus pour moi, j'ai l'impression. Voilà. De ce point de vue-là, ce qui devient intéressant, c'est qu'il est, à mon avis, hein, il devient possible de penser donc à la fois une nouvelle théorie économique, un petit peu là-dessus, mais aussi une nouvelle pratique politique, qui consisterait à passer par cette espèce de, comment dire, de disruption populaire, en fait. On pourrait dire, je sais pas si c'est le bon terme, mais... Et en gros, ce que je vois un petit peu, c'est que, pareil, qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un geste à un autre? Bon, pour ma part, en tant qu'artiste, c'est un peu un truc que je vois aussi, mais c'est que ce que je remarquais dans cette question de compter, d'inventaire, etc., par exemple, c'est que en fait, il fallait presque comprendre le geste. C'est-à-dire que j'ai l'impression que quand on fait un geste, le geste, il a une sorte de signification, il a une sorte de... Il a une... Oui, je sais pas comment dire, une signification, il a une... Et quand on le fait un peu sans s'en rendre compte, on le fait par technique, quoi. Mais on le fait pas avec conscience, on n'arrive pas à l'imprégner d'une subjectivité, on n'arrive pas à se l'approprier. Et c'est en ce sens-là peut-être qu'il y a une forme d'aliénation. C'est qu'on nous apprend quelque chose qui nous apparaît extérieur. Par exemple, voilà, bon, et pareil, c'est-à-dire que même en musique, quoi, si en musique on me demande de faire mes gammes,
bah, mes gammes de musique, c'est chiant, c'est aliénant en fait, hein, c'est très chiant, c'est bon. Bon. Mais la question, c'est de se dire comment cette chose qui m'apparaît extérieure, je peux me l'approprier. Je peux les faire bien, je peux m'approprier ces notes, les comprendre, les intégrer et progressivement les faire miennes un petit peu. Et après, du coup, c'est comme si je pourrais les posséder un petit peu, quelque chose comme cet ordre-là, quoi, en fait. Et donc, ça devient propre, si on veut, après. Ça devient quelque chose auquel on peut travailler parce qu'on se les a appropriés. Et j'ai l'impression que c'est pareil pour le travail. C'est un travail qui peut être aliénant, parce qu'il est vu comme étant extérieur, on peut se l'approprier. Parce que Marx va dire un peu, voilà, que bon, bah, le travail, il va être forcément aliénant. Et oui, bien sûr, c'est aliénant. Enfin, peut-être qu'il est plus aliénant, le travail tayloriste et tout ça, bien sûr. Bon. Mais en même temps, en quoi il serait moins aliénant qu'un travail d'artisan? Quand on est artisan et qu'on fabrique des chaises, bah, c'est pas... au début, voilà, quand on apprend avec un maître qui nous apprend à faire... C'est hyper aliénant aussi, hein. Ça veut dire qu'on n'a peut-être pas forcément envie. En quoi... De faire ça, on est obligé de travailler, mais en fait, on est face à un ensemble de processus, de procédures ou quoi qu'on doit faire. Bon, alors... évidemment, dans le taylorisme, quelque part, le truc est beaucoup plus fermé, cadré, il y a des procédures extrêmement strictes, etc. Le cadre est très très restreint, si on veut. Alors que peut-être que quand on est artisan, dans un sens, on a une certaine forme de marge de manœuvre qui permet d'être beaucoup plus... Voilà, bien sûr, ça peut être ça. C'est une question d'espace, si on veut. Mais j'ai l'impression qu'au final, en termes, disons, de nature ou en termes ontologiques, c'est pas forcément si différent. Ça veut dire que, au début, c'est pareil. Voilà, au début... même si on fait de la peinture, on peut dire la peinture c'est l'émancipation, etc. Mais non, au début, voilà, la couleur elle nous apparaît étranger, on sait pas trop ce que c'est, on prend un pinceau, on sait pas trop comment ça marche, on teste un truc, voilà, en fait ça nous est étranger quoi du coup, et puis on a éventuellement des maîtres qui nous disent bah c'est pas comme ça qu'il faut faire, regarde, au début la peinture c'est très très hiérarchisé, hein, il faut d'abord faire tel truc, telle couche, telle chose, voilà, donc en fait voilà, bon, même si on pourrait dire qu'aujourd'hui, le rapport à la peinture, il est beaucoup plus dans une logique de maîtrise, on laisse les gens explorer par eux-mêmes, ce qu'ils peuvent, voilà, parce que ça c'est beaucoup après, il y a un vent libertaire qui a soufflé sur l'art, mais même pour le travail, j'ai l'impression qu'en fait, dans un sens, c'est un peu la même question, parce que même si quelque part on fait les choses par nous-mêmes et qu'il n'y a pas un maître qui nous dit quoi faire dans un cadre artistique, on est quand même confronté à un objet extérieur, qui est, voilà, si par exemple je veux faire de la musique, je suis confronté à une clarinette, même si je fais ça avec des tutos sur internet ou juste pour moi, en fait, si j'arrive pas à faire du son avec la clarinette va résister. Il y a une sorte de résistance quelque part du matériau, si on veut. Et donc c'est aliénant, c'est un peu, c'est aliénant au sens où quelque chose résiste, je ne peux pas me l'approprier. Et le travail consiste à progressivement s'approprier ça. Donc en fait, j'ai l'impression quelque part que, je sais pas si c'est ce que dit Marx vraiment, hein, si on veut, mais la question de l'aliénation par rapport à la machine chez Marx, etc., le truc un peu qui nous étouffe et tout. Bon. Oui, peut-être que c'est un truc énorme et qui est étouffant d'un seul coup, mais en fait, j'ai l'impression que, dans un sens, c'est pas plus différent que le reste. Ça veut dire que, en gros, avant, on se confrontait à des silex, je simplifie, hein, mais qui étaient un peu aliénants, qui n'étaient pas faciles, qui, quelque part, dans un sens, nous obligeaient à modifier notre main pour le tenir correctement, obliger certains gestes auxquels on s'habitue, etc. Mais aussi nous façonne notre corps par rapport à ce geste, par rapport à cet outil. Maintenant, on a des machines-outils, mais c'est la même chose, en fait, c'est la même continuité, si on veut. Bon. Et qu'au final, on peut aussi s'approprier cette machine, finalement. Et pas forcément en étant possesseur ou propriétaire, pourquoi pas, hein, mais aussi simplement en tant qu'ouvrier, quoi. On est pris dans un jeu qui nous produit comme subjectivité aussi. Bon, là, c'est plus une logique. Mais en un sens, on est produit par cette machine, comme on est produit aussi par un... Si on accepte de se laisser, prendre par les gammes, par un instrument, par quelque chose, ou par une machine, on est produit par elle aussi. Et on est, quelque part, progressivement, on possède l'outil parce qu'on est possédé par lui, parce qu'on accepte de se laisser posséder par lui, quoi, du coup. Donc ça, c'était plus pour l'aliénation, du coup, voilà. Et donc, pareil, pour l'exploitation, j'ai l'impression que la question de l'exploitation, comme je disais, elle a à voir avec cette question du rapport à l'invention, en fait. C'est comme si, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que dans un sens, voilà, au début on fait des gestes qu'on essaie de s'approprier, qu'on n'arrive pas, en fait, et donc du coup, on le fait mal, et donc du coup, entre guillemets, on fait perdre du temps à l'entreprise, quoi, si on veut, on perd de l'argent, quoi, du coup, mais... et la formation, on est là pour se former, pour avoir le niveau correct, pour faire le bon geste au bon moment, mais j'ai l'impression aussi quelque part que
si on est très bon et qu'on fait bien son geste, bah du coup, quelque part, on est à l'aise, quoi, quelque part. Et c'est peut-être là, à ce moment-là, où on produit beaucoup plus, quelque part, que ce que le salaire nous paye, en fait, entre guillemets. Et donc, du coup, c'est là où il y a une espèce de capture du profit, si on veut. Donc, du coup, peut-être que le profit, quelque part, c'est, comment dire, à un moment où, d'une certaine manière, on maîtrise des gestes, l'ouvrier maîtrise le geste, mais en même temps, comment dire, l'a pas transformé en un autre geste. Enfin, non, c'est pas clair ce que je raconte. Mais en tout cas, pour moi, il y a un rapport comme ça. Ce que je veux dire aussi, par exemple, c'est que, par exemple, dans ce truc où il fallait compter, des trucs qu'il fallait compter, puis on avait un manager qui nous demandait de compter plus vite. Et le problème, c'est que si on compte plus vite, on fait des erreurs. Donc ça nous ralentit encore plus. Et donc voilà, donc pour moi, c'est ce qu'on appelle du management paradoxal aussi, parce qu'il y a un truc où on demande d'aller vite et de ne pas faire d'erreur. Donc du coup, ça crée une espèce de conflit intérieur. Bon. Et en fait, là où avant, quand on m'engueulait, bah, je me disais, bon allez, j'ai plus vite. Donc j'allais plus vite. En fait, je faisais plus d'erreurs parce que j'allais plus vite. J'ai commencé à faire je me suis dit, il faut que je fasse l'inverse. Je me suis dit, il ne faut pas que j'écoute la personne qui m'engueule, il faut que j'aille moins vite. Au contraire. Si quelque part on me demande d'aller plus vite, il faut au contraire que je déstresse. Et je me rendais compte que mon travail consistait non pas à chercher à aller plus vite, mais à déstresser. C'est comme si quelque part, le geste qu'il fallait que je mette en jeu était un geste où finalement l'enjeu du travail ne consistait pas à aller plus vite en tant que tel, mais consistait quelque part à, comment dire, prendre sur moi le stress du manager, en gros, et à désamorcer le stress du manager, un petit peu. Donc, il y avait quelque part ici, et je voyais que si je faisais ça, quelque part, il y avait comme s'il fallait que l'enjeu du travail se situe ailleurs. C'était le travail implicitement ne consistait pas à aller vite, le travail implicitement consistait quelque part à être capable de prendre soin quelque part du manager qui est tout stressé et presque de déstresser à sa place, un petit peu. Il y avait un truc comme ça, bon. Et je me rendais compte qu'à partir de ce moment-là, où je déstressais, en me déstressant, ça libérait un espace mental et un espace de travail qui me permettait, quelque part, d'investir de nouveaux gestes, précisément. Donc, et donc de repenser le truc. Et donc, du coup, il y avait et donc des gestes notamment de vérification pour pas faire d'erreur. Et donc, du coup, il y avait quelque part un truc de... le geste que j'ai inventé était un geste, entre guillemets, de méditation, de déstress, de désamorçage, quelque part, du stress du manager, quoi, qui projetait sur moi, quelque part. Et comme si dans cette espèce de truc où tout va vite, le problème surtout, c'était que je pouvais pas penser, quoi, du coup. Il y avait cette espèce de... Et c'est comme si le but du jeu, le but de ce travail, c'était de libérer un espace mental pour pouvoir penser. Et en pensant, ça me permettait de pouvoir être en réflexivité par rapport à ce qui se passait, et de pouvoir aussi envisager, me dire, bon, bah, qu'est-ce que je fais là, peut-être qu'il faut que j'aille voir ailleurs, peut-être qu'il faut que je fasse autre chose, mais peut-être qu'il faut que je pense différemment le rapport que j'entretiens ici. Et donc du coup, de me réapproprier quelque part aussi l'espace de mon travail, quelque part. Comme si l'espace managérial était une manière un petit peu de condenser l'espace mental qui se passait. Moi, ce que j'ai l'impression, en effet, dans le Capital, moi, c'est ce que je pense que c'est ce que décrit Marx peut-être un petit peu aussi, c'est que, en effet, le travail sous sa forme capitaliste, la machine a comme produit une forme d'accélération, en fait, des logiques concurrentielles, si on veut. Et que cette accélération, il y a eu vraiment ce truc-là, quoi. Il y a une forme d'accélération très, très vive et très forte du geste intégré dans la machine, quelque part. Et c'est comme ça qu'on avait un peu pris de court, quoi. On est confronté à une espèce de... d'un seul coup, il y a une classe capitaliste qui a capacité de pouvoir... à des niveaux d'exigence très très forts, très très hauts, quoi. Et ça crée une forme de violence terrible, quoi, du coup. Donc c'est comme ça qu'on avait un retard énorme à rattraper, si on veut. Et en même temps, ce retard-là, il est lié aussi à... Enfin, de retard entre guillemets, mais de... C'est que notre geste, l'invention du geste, quelque part... Il faut inventer énormément de gestes pour essayer de rattraper le niveau qui a été mis en place par la machine qui à vapeur, qui a monté le truc à un niveau très fort, quoi, du coup, par rapport à avant. Donc c'est un peu ça qui se joue, quoi, du coup. Et du coup, c'est une sorte de rapport presque un peu traumatique aussi, très violent, parce que il est possible que... Moi, je pense aussi quelque part que le fait d'engraver dans la machine, quelque part, des gestes, c'est aussi une logique, disons, pour moi, traumatique. J'ai l'impression quelque part que
cette espèce d'accélération, et d'ailleurs voilà, on voit aussi le lien avec le colonialisme, avec le fait d'extraire, etc., du fossile et tout, bon, mais des énergies fossiles, mais il y a quelque part là-dedans en fait, j'ai l'impression quelque part que quand on travaille dans un rapport à la machine, dans un sens, en fait, comme là où avant on travaillait avec des silex, là c'est comme si on travaille avec le pétrole, quoi. C'est comme si le pétrole est lié à une certaine vitesse, à un certain niveau d'intensité, qui produit, enfin le pétrole ou le charbon ou quoi, qui produit l'électricité, qui produit un système de machines, etc. Et en gros, on se confronte à l'électricité, on se confronte on est dans un rapport à l'électricité, quoi, du coup. Mais on peut aussi, quelque part, comment dire, pareil qu'une gamme, voilà, de tonale, on peut s'imprégner d'électricité pour essayer, quelque part, de se l'approprier et pour ouvrir de nouveaux gestes derrière. Enfin, donc pour moi, et donc une nouvelle pensée aussi, hein, une nouvelle pensée, un nouveau rapport au monde, une nouvelle éthique et tout. Enfin, parce que le geste, c'est aussi ce qui ouvre de nouveaux mondes aussi pour moi. Hein, donc, bon. Donc en ce sens-là, le travail devient dans cette logique émancipateur. Et donc du coup, ce qu'on appelle aliénation, en fait, c'est un travail qui n'a pas pu être approprié. Hein. Mais aussi parce que peut-être que c'est trop lourd et trop dur. On pourrait dire, on pourrait se dire, mais ça a été assez horrible d'avoir imposé à des gens des gestes qu'ils ont fait toute leur vie sans pouvoir en sortir. Enfin, c'est très très violent aussi, hein, bien sûr, évidemment. Et ça ne justifie pas toute la violence qui a été posée par rapport à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que là-dedans, pour moi, il y a, si on pense le truc sous ce rapport-là, ça veut dire qu'il y a une sortie, il y a une possibilité d'émancipation à travers l'appropriation des gestes, l'invention des gestes, et à travers l'idée quelque part que, en fait, le travail, c'est une forme d'interface entre l'humain, si on veut, et l'extériorité, la machine, etc. Mais la machine par extension, du coup, le pétrole, voilà, le charbon de bois, aujourd'hui l'électricité, l'IA sur aussi autre chose, l'IA sur l'information ou les mathématiques ou quoi. Et c'est pas des ennemis, mais c'est toujours un truc qui s'approprie, et que du coup, la classe bourgeoise, elle agit comme étant... par un espèce de système où elle envoie, où elle fait circuler de l'argent, elle agit aussi comme une manière de se confronter à un type particulier qui est l'argent. Mais la bourgeoisie, elle peut aussi tout à fait bien se casser la gueule et tout. Enfin, elle agit comme un espace pour moi de médiation, en fait, entre soi et le réel, mais entre soi et l'extériorité, mais c'est pas... j'ai l'impression qu'en fait, que l'argent là-dedans, il agit comme un espace, comme une sorte de surcouche, le profit et tout, comme une surcouche comment dire, de cette espèce d'interface que je décris ici dans le rapport au geste, dans le rapport à... et qui fait circuler quelque part des systèmes des systèmes de rééquilibrage quelque part, ça agit comme un système d'homéostasie quelque part, d'assignation de gestes maîtrisés, pas maîtrisés, de valeurs, etc. qui se jouent, mais dans lequel l'action du profit ne se pense plus sous cette forme-là. En fait, le profit n'est plus quelque part une exploitation, c'est plus lu comme tel, c'est plutôt vu comme un espace pour de régulation, quoi, du coup, pour moi, ça. Comme j'en parlais avant dans d'autres vidéos, parce que, bon, je vais arrêter là parce que ça va couper bientôt, puis je pense que c'est bien là, ce que je t'écris là. Peut-être que je relancerai un peu plus tard, peut-être, mais il faut que je mange aussi, quoi. C'est qu'en fait, ça me plaît parce que tout ça ouvre la possibilité quelque part que, finalement, là où il y avait une sorte d'exploitation qui nous empêche de penser, de machin, au contraire, il y a la possibilité d'ouvrir, que le travail permet d'ouvrir vers une sorte d'inconnu, vers une sorte d'exploration. Il n'y a plus de différence, quelque part, d'un côté, entre le travail aliénant, alimentaire, et de l'autre, la question du travail artistique, qui permet d'ouvrir vers l'inconnu, si on veut. Au contraire, il y a une sorte de... Ça serait un peu la même chose, c'est juste que le travail, d'un côté alimentaire, il est un peu cadré, peut-être, donc il est un peu fermé, mais bon, mais on pourrait au contraire aussi se dire que si ce travail-là, on le maîtrise, il nous ouvre vers un au-delà, du coup. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de me dire, il y a une pratique, entre guillemets, d'émancipation, qui consiste à, non pas essayer de, je sais pas, se syndicaliser, même si c'est important, ça rentre aussi dans un processus d'appropriation du travail, le syndicalisme aussi, et d'appropriation aussi, du rapport de force, de la lutte, etc., plein de choses. Mais, enfin, d'autres choses, mais il y a quelque chose, en tout cas, dans le travail, qui fait qu'on peut avoir un rapport et une pratique au travail, qui nous permet de passer d'une situation où on subit le travail à une situation où non seulement on le maîtrise, mais en plus il nous mène ailleurs, il nous mène autre part, il nous mène à un au-delà, du coup. Et c'est cette pratique-là qui m'intéresse, que j'ai envie d'appuyer et de formaliser presque, en fait, voilà, et d'utiliser comme un outil politique
d'émancipation. Ça arrête là.